Alors on démarre cette spéciale biomimétisme avec une première application fondamentale à visée thérapeutique et c'est mon invité Franck Zal qui va nous en parler. Il est docteur en biologie marine, ancien chercheur du CNRS où d'ailleurs ses travaux lui ont valu une médaille de bronze en 2001 avant de cofonder son laboratoire biopharmaceutique et Marina. Alors bonjour Franck Zal. Bonjour. Je vous ai présenté dans le sommaire comme un des chantres du biomimétisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cette discipline et de votre rapport à elle? Le biomimétisme, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des millions d'années, sauf qu'en fait, on a oublié de regarder ce qui se passe autour de nous. En fait, ça part du principe que la nature a trouvé des solutions à tous nos problèmes avant qu'on arrive. Juste pour vous donner une idée, la nature, l'évolution, c'est 3,8 milliards ou à peu près 4 milliards d'années d'évolution. L'homme, notre ancêtre, qui était d'ailleurs une femme qui s'appelle Lucie, c'est juste 3 millions d'années. Les dinosaures, c'est 20 millions d'années. Donc vous imaginez toutes les espèces qui sont arrivées avant nous sur cette terre ont trouvé des solutions pour juste arriver dans nos jardins, dans les océans, etc. Donc c'est vraiment regarder la nature et trouver des innovations. Alors, on va parler de la spécialité des Marina, qui est donc le développement de produits de santé qui repose sur une technologie de transport de l'oxygène. Une techno qui a été directement inspirée par l'étude d'un petit organisme vivant dans la nature, le ver marin. Vous savez, celui qui crée ses tortillons sur les plages. Comment a démarré cette découverte pour vous? C'est une observation en vous promenant sur les plages, les côtes françaises? Alors tout à fait, ce genre d'innovation qu'on appelle des innovations de rupture, ça ne vient pas un matin en se levant en disant je vais innover, je vais trouver quelque chose de remarquable, d'exceptionnel. C'est en fait un cheminement. Donc moi j'ai toujours été intéressé par la biologie marine et un ver m'a intéressé, c'était l'arénicole, Arenicola marina que vous voyez sur cette photo. Et je me suis posé la question, c'est de savoir comment ce ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Ça n'avait absolument rien à voir avec du développement technologique dans le domaine médical. C'était vraiment une question basique au démarrage. Et finalement, en essayant de répondre à cette question, pour moi, la respiration, c'était lié au sang de l'animal. Je me suis focalisé sur le sang de cet animal et j'ai trouvé chez ce ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Donc en fait, ce ver marin que vous avez vu sur ces photos, c'est vraiment un donneur de sang universel et on développe des différentes applications à partir de la molécule que l'on trouve chez ce ver. Oui, alors c'est ça. Donc c'est dans le sang de ces vers marins, vous découvrez une molécule qui présente une très forte capacité de transport de l'oxygène. C'est 40 fois celle de l'hémoglobine humaine. Euh, Comment on fait à partir de ce moment-là? On se dit, OK, on a trouvé la réponse à notre question. Comment ce ver arrive à respirer sous le sable, marée haute, marée basse? Comment on fait ensuite pour passer donc, de cette constatation biologique pour en faire une technologie? Alors ça, c'est aussi une très très bonne question. C'est un cheminement, c'est-à-dire que pour innover, pour être dans l'innovation et le développement, il ne faut pas rester focalisé dans un laboratoire. C'est vraiment la transversalité qui permet d'innover. Et donc moi, j'ai toujours été intéressé par la chimie supramoléculaire, par la médecine, par la chirurgie, par la physique, etc. Et c'est mes rencontres qui m'ont permis d'éclairer cette découverte. En d'autres termes, quand j'ai trouvé cette molécule, ça a interpellé toute une communauté de médecins, d'hématologues, et je me suis retrouvé un samedi matin dans un amphi parisien, dans un hôpital parisien, à discuter avec des médecins, des hématologues. J'étais pas encore sorti de mon laboratoire, et finalement les questionnements au démarrage, tout le monde rigolait de cette innovation, et finalement à la fin ils m'ont dit mais c'est pas possible, vous avez trouvé ça, nous on cherche ça depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Et là la démarche de développement a commencé. Je suis rentré dans mon laboratoire et j'ai dit aux personnes qui m'encadraient à l'époque, écoutez, là c'est intéressant ce qu'on a trouvé. On a trouvé un ver et on a compris comment ça respirait entre la marée haute et la marée basse. Mais là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies. Et là, je pense que ça a été un élément extrêmement frustrant qui m'a conduit à continuer. C'est on m'a dit, toi, tu es un scientifique, tu dois rester dans ton laboratoire, tu publies tes articles et s'il y a quelque chose, on le donnera à un industriel. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même? Et donc, c'est cette frustration qui a déclenché la création de la société Marina. Et comment on extrait une molécule pour pouvoir la produire dans un laboratoire?
Alors, aussi une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire que quand on trouve ça dans le domaine naturel, dans l'environnement, il n'est pas question d'aller détruire la faune, d'aller détruire la nature pour avoir ces molécules. Donc aujourd'hui, nous, on a développé une ferme d'élevage donc, qui se trouve sur l'île de Noirmoutier à l'Épine. Et donc, on produit des tonnes d'arénicoles dans des conditions complètement tracées et contrôlées. Et on a un process industriel à partir de la congélation de ces vers marins d'extraire cette molécule dans des conditions totalement pharmaceutiques. Et ça nous a mis quelques années à découvrir parce que bien évidemment, quand vous avez cette innovation, même si au démarrage vous en produisez quelques grammes au laboratoire, il faut tout de suite penser à un process industriel. C'est ce que vous voyez également sur ces photos. Donc aujourd'hui, on a une nurserie, on a une zone d'élevage, on extrait en fait les molécules par des conditions complètement tracées pharmaceutiques. Est-ce que vous avez fait des découvertes surprenantes? C'est-à-dire à partir du moment où vous commencez à étudier cette molécule et son application dans le domaine thérapeutique, est-ce que vous avez eu des surprises? Alors, des surprises, on en a tous les jours. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette molécule, elle a fait un peu le tour du monde. Donc, elle est connue énormément de scientifiques. Et la première, en fait, surprise qu'on a eue, c'est en fait de répondre aux questions. Est-ce que c'est immunogène? Est-ce que c'est pas allergène? Est-ce que ça transporte de l'oxygène dans les conditions médicales, etc. Et tout ça, encore une fois, ça a été une avancée en fait scientifique, puisqu'il y a plusieurs dizaines d'articles scientifiques qui valident à chaque fois la technologie. Et donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui se décrète. En fait, c'est vraiment un cheminement qui arrive en fait à trouver ces innovations. Et quand on a utilisé la première fois cette molécule dans la transplantation d'organes, mais ça a été quelque chose de magique, puisqu'on a démontré que à la fois l'idée, l'innovation, la thérapie et l'axe thérapeutique étaient complètement adaptés à cette molécule. Et combien de temps justement prend cette validation? Parce qu'il y a tout un process en France et partout dans le monde d'ailleurs pour passer de la découverte aux médicaments et à l'utilisation thérapeutique. Combien de temps ça prend? Quelles sont les difficultés pour valider une innovation dans le domaine de la santé? Et est-ce que les protocoles sont adaptés aussi à ces découvertes du biomimétisme? Alors, la réponse, c'est clairement non. C'est-à-dire que quand vous avez une innovation de rupture comme celle-ci, il faut que vous écrivez votre chemin. C'est-à-dire que c'est le chemin réglementaire, c'est le chemin de développement, etc. Et donc, une innovation comme ça prend énormément de temps. Donc, Marina, c'est 15 ans de recherche et 25 ans de ma vie pour en arriver jusque-là. Juste pour vous donner un exemple qui est dans l'air du temps aujourd'hui, les vaccins ARN messagers qui sont utilisés aujourd'hui par Moderna et Pfizer, c'est plus de 30 ans de recherche avant d'arriver en fait à une application que l'on connaît aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette réglementation n'est pas du tout adaptée pour ces innovations de rupture. Aujourd'hui, nous, on écrit un nouveau cadre. Et je ne sais pas hier si vous avez vu en fait ce qui s'est passé à la télé en fait avec la greffe de l'utérus ou la greffe des mains de cette jeune femme. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont tellement inédites qu'on a du mal à les expliquer d'un point de vue réglementaire. Et ça manque extrêmement, ça manque en fait dans notre pays, c'est de faire confiance en fait à ces innovateurs, à ces découvreurs de la connaissance, parce qu'ils sont en train de tracer les chemins de demain. Alors moi j'ai vu aussi qu'il y avait eu un couac, on va dire, au moment de la crise Covid-19, on est encore dedans, mais enfin, à un moment où on pensait que votre technologie serait utilisée justement pour les malades gravement atteints de la Covid-19, notamment ceux qui présentent un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et puis là, bam, l'agence du médicament a suspendu les autorisations pour les essais cliniques. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout simplement, en fait, à cette époque-là, donc on a été sollicité par des médecins de la PHP qui voulaient utiliser notre molécule pour remplacer ou pour pallier au manque de respirateurs qui était criant en France à cette époque. Donc, on avance en fait avec la NSM, on avance avec le comité de protection des patients et des chirurgiens. On a les autorisations, donc tout est en règle. Et puis d'un seul coup, en fait, on nous suspend l'essai. Alors, suspendu, il n'est pas arrêté par une lettre anonyme. Une lettre anonyme, en fait, est envoyée en fait à l'agence du médicament en disant qu'on n'aurait pas déclaré des manips qui avaient été faits il y a 10 ans. Alors tout ça, c'est complètement faux, c'est totalement faux. Mais aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'une simple lettre anonyme est capable de vous arrêter un essai thérapeutique qui aurait pu sauver des vies. Juste pour vous donner quelques chiffres, le 8 avril 2020, quand cet essai a été stoppé, c'était 14 000 morts. Aujourd'hui, on en est à plus de 83 000 morts.
Et donc, si cette innovation avait pu sauver au moins une vie, donc on aurait en fait réussi à sauver cette première vie. Et aujourd'hui, cette lettre anonyme est complètement criminelle. C'est une lettre anonyme en fait qui est un crime contre l'humanité. Et donc aujourd'hui, nous on se bat contre tout ça. Et donc vous allez voir en fait dans les prochains mois, les prochaines semaines, on repart en fait, on repart pour essayer en fait de tester en fait cette molécule chez les patients graves du Covid. Bon, très bien. Donc ça, j'imagine que c'est la prochaine étape pour vous, hein, de redémarrer ces essais cliniques et de travailler dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Je voulais terminer simplement sur votre plus grande conviction pour le biomimétisme dans les années à venir. Où est, selon vous, la plus grande promesse? Bah, la plus grande promesse, c'est vraiment dans le domaine. Dans le domaine médical, c'est extrêmement important parce que finalement, c'est quand même des innovations totalement méconnues de rupture pour demain. J'en vois pas mal. En fait, au niveau de la transplantation, ce qu'on fait, au niveau de la transfusion sanguine, il y a également énormément de travaux sur les biomatériaux issus totalement de la nature, en fait, en observant la nature. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la nature a déjà développé en fait toutes les innovations dont on a besoin. Et surtout, en fait, ces innovations sont sans déchets, ils sont visibles dans la nature. Et donc aujourd'hui, il suffirait en fait aujourd'hui d'enseigner le biomimétisme dans les universités aux jeunes, etc., pour pouvoir en fait développer ces innovations de demain qui sont extrêmement cruciales pour nous. Merci beaucoup Franck Zal, cofondateur, directeur scientifique, président, directeur général d'Emarina, d'avoir ouvert cette émission sur le biomimétisme. On continue justement dans notre talk avec toutes ces promesses de cette discipline.